Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à localiser une suite qui admet une limite finie. En mathématiques, un concept peut être abordé suivant plusieurs points de vue différents. C'est ce que nous allons voir ici avec le concept de limite finie d'une suite. Ce concept peut être abordé soit d'un point de vue purement formel, avec les fameux epsilon de la définition, soit d'un point de vue visuel, que l'on peut aussi appeler point de vue géométrique. Il arrive que certains points de vue soient plus efficaces que d'autres pour faire des démonstrations, mais aussi qu'ils soient complémentaires. Par conséquent, pour bien les saisir, il vaut mieux ne pas les séparer complètement. Donc plutôt que de vous faire une vidéo pour chacun des points de vue, j'ai préféré vous faire une série de vidéos de démonstration dans lesquelles les différents points de vue seront abordés et confrontés. Dans cette première vidéo, nous allons examiner ce que j'appelle la localisation d'une suite. Vous le verrez, il ne s'agit pas à proprement parler d'une propriété, mais d'un moyen pour établir d'autres résultats mathématiques. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas ce terme dans la littérature mathématique. Puis, dans les vidéos qui suivront, que je n'ai pas encore tournées, j'aborderai des résultats plus classiques, tels que l'unicité de la limite, ou le fait qu'une suite convergente soit bornée. Ma méthode est toujours la même, vous montrer que les mathématiques ne tombent pas du ciel, qu'elles sont construites, qu'il y a des mouvements de pensée, et il se trouve que les points de vue mathématiques font partie de ces mouvements de pensée. Commençons par préciser ce que j'entends par localiser une suite. Il existe des situations où on a besoin de savoir grossièrement où se situe une suite sans avoir besoin d'une précision infinie. Prenons un exemple concret. Si on vous donne une suite UN et qu'on vous demande d'étudier la suite 1 sur UN. Pour que la suite 1 sur UN ait un sens, il ne faut pas que la suite UN s'annule, sinon on va avoir des divisions par 0. Vous allez me dire, eh bien c'est simple, on va prendre l'expression de UN et vérifier si UN égale à 0 ou pas. Alors oui, ça c'est possible, mais il y a beaucoup de situations où vous aurez une expression très compliquée pour UN, et donc l'étude de l'équation UN est égale à 0 va vous prendre énormément de temps. Pire encore, vous allez avoir des situations où vous n'aurez pas du tout d'expression pour la suite UN. Et dans ces situations-là, il va falloir trouver des moyens détournés pour étudier la suite 1 sur UN. Un de ces moyens, c'est justement essayer de localiser la suite. Et il se trouve que lorsqu'une suite admet une limite, il est possible, dans un certain sens, de localiser une suite. C'est ce que nous allons voir dans ce qui suit. Pour bien suivre cette vidéo, vous devez avoir à l'esprit à la fois le point de vue visuel et le point de vue formel de la définition de la limite finie d'une suite. Alors je vais vous rappeler ici très rapidement, mais si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez oublié, je vous renvoie vers ma vidéo de la construction de la définition formelle de la limite finie d'une suite. Alors commençons par le point de vue visuel. On dira qu'une suite UN tend vers L si à chaque fois qu'on se donne un intervalle de la forme L-epsilon, L plus epsilon, il existe un instant grand N à partir duquel la suite est entièrement dans cet intervalle. Alors pour le visualiser ici, je vous ai fait un petit dessin, j'ai pris une suite UN qui tend vers L, donc on a U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, donc vous voyez c'est une suite qui se rapproche de L. Et si vous prenez un intervalle de la forme L-epsilon, L plus epsilon, eh bien, on voit que les premiers points se baladent un peu partout, mais à partir d'un certain moment, eh bien, toute la suite sera dans l'intervalle. Donc ici, c'est à partir du troisième itéré de la suite. Et ceci doit marcher pour tout intervalle, c'est-à-dire que si je décide de réduire la taille de l'intervalle, eh bien, je pourrais trouver un autre moment, donc plus grand que 3 en l'occurrence, à partir duquel toute ma suite sera dans l'intervalle. Maintenant, le point de vue formel, eh bien, c'est la traduction formelle du point de vue visuel. Il dit la chose suivante, pour tout epsilon strictement positif, donc le epsilon va déterminer la taille de l'intervalle, il existe un grand N entier naturel, donc ça c'est le fameux instant grand N, tel que pour tout entier naturel petit n, si le petit n dépasse le fameux instant grand N, alors on doit avoir que valeur absolue de un moins L est strictement plus petite que epsilon. Alors pour bien comprendre que ceci traduit bien le fait d'être entièrement dans l'intervalle, il faut se souvenir de la chose suivante, que
dire que valeur absolue de un-l est strictement plus petite que epsilon, c'est la même chose que de dire que un est compris entre L-epsilon et L plus epsilon. Donc ça, vous pouvez en trouver la démonstration dans n'importe quel cours sur les valeurs absolues. Et dire que un est compris entre ces deux valeurs-là, eh bien ça veut dire que un est dans l'intervalle L-epsilon, L plus epsilon. Donc cette relation avec les valeurs absolues est bien la traduction de la suite est dans l'intervalle L-epsilon, L plus epsilon. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux applications. Considérons la propriété suivante. On nous dit que si un est une suite réelle qui tend vers 1 en plus l'infini, on doit pouvoir montrer qu'il existe un entier naturel grand N, tel que pour tout petit n entier naturel, si petit n dépasse grand N, alors un est strictement plus grand que 1,5. Alors on va démontrer cette propriété en suivant un point de vue visuel. Et la première chose que l'on va devoir faire, c'est comprendre visuellement ce que dit la propriété qui est ici. Alors oublions pour l'instant les quantificateurs, concentrons-nous uniquement sur l'implication. Petit n dépasse grand N implique un strictement plus grand que 1,5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend un instant petit n au-delà de l'instant grand N, on doit avoir que la suite un est localisée strictement au-dessus de 1,5. Donc on commence à avoir un point de vue visuel qui apparaît. Alors, prenons en compte maintenant les quantificateurs. On doit montrer alors qu'il existe un instant grand N, tel que pour tout instant petit n qui dépasse grand N, la suite est strictement au-dessus de 1,5. Dit de manière plus courte, c'est montrer qu'il existe un instant à partir duquel la suite sera localisée strictement au-dessus de 1,5. Alors je vous propose que l'on visualise ça avec un petit dessin sur un brouillon. Mettons la droite des réels. Donc on va mettre 1,5. On va mettre 1 parce que c'est la limite qui est dans l'hypothèse, et puis on va mettre 0 juste pour faire joli. Donc ce que l'on doit démontrer, c'est l'existence d'un grand N à partir duquel la suite est strictement au-dessus de 1,5, c'est-à-dire que à partir de grand N, eh bien notre suite elle est par là. Donc on va avoir U grand N ici, U grand N plus 1 ici, U grand N plus 2 ici, et puis tous les autres points après sont tous strictement au-dessus de 1,5. Et on doit démontrer ça en utilisant uniquement cette hypothèse, à savoir que la limite en plus l'infini de un est égale à 1. Alors visualisons notre hypothèse. On va faire un autre dessin. Donc on va mettre le 0 au même endroit, le 1,5 au même endroit, et la limite 1 au même endroit. On sait que un tend vers 1. Un tend vers 1, ça veut dire que si je prends un intervalle de la forme 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, je vais en dessiner un ici par exemple, 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, et bien à partir d'un certain moment, ma suite sera complètement dans l'intervalle. Et regardez ce qui se passe. Si à partir d'un certain moment ma suite se trouve ici, eh bien elle sera strictement au-dessus de 1,5. Et donc j'aurai réussi à démontrer la propriété qui est ici. Mais il faut faire un tout petit peu attention, parce que ça marche bien ici, parce que j'ai pris un intervalle assez petit. Si j'avais pris un intervalle un peu trop grand, j'aurais pas pu dire que ma suite était localisée au-dessus de 1,5. Donc pour que ça marche bien, il faut que je prenne un intervalle assez petit. Et ça, j'ai le droit de le faire parce que ma définition de la limite d'une suite me dit que ça marche pour tout intervalle de la forme L-epsilon, L plus epsilon. Alors essayons de déterminer un epsilon qui va bien fonctionner. Alors je vais refaire un autre dessin, comme ceci, donc toujours mon 0 ici, mon 1,5 ici, et mon 1. Donc moi j'aimerais que mon 1 moins epsilon se trouve ici, pour avoir un intervalle bien au-dessus de 1,5. Donc par exemple, ce qui serait bien, c'est d'avoir 1 moins epsilon qui fasse 3 quarts, puisque 3 quarts c'est pile poil au milieu. Donc on aimerait 1 moins epsilon est égal à 3 quarts, et si vous résolvez, je vous laisse faire les détails, ça vous donne que epsilon égale 1 quart. Alors je résume l'argument. La limite de un est égale à 1. Donc,
Si je prends un intervalle de la forme 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, avec epsilon est égal à 1 quart, à partir d'un certain moment, toute ma suite sera dans cet intervalle, et donc à partir de ce moment, toute ma suite sera strictement au-dessus de 1 demi. Et donc, j'aurai démontré la propriété qui est ici. Alors je vous ai réécrit ici en toutes lettres notre argumentation visuelle, donc je la relis très rapidement, on est parti de l'hypothèse, limite en plus l'infini de un est égal à 1, donc à partir d'un certain moment, grand N, un sera dans l'intervalle 1 moins 1 quart, 1 plus 1 quart, on a obtenu ça en posant epsilon est égal à 1 quart, et comme le bord gauche 1 moins 1 quart est strictement au-dessus de 1 demi, eh bien on en déduira que la suite un est strictement au-dessus de 1 demi, à partir de cet instant grand N. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est traduire formellement cette argumentation visuelle. Alors, comme vous le voyez, dans cette argumentation, on est parti de cette hypothèse, limite, lorsque n tend vers plus infini de un est égal à 1. Pour passer au formel, eh bien, on va tout simplement écrire la définition de ceci. Donc, on part de l'hypothèse, limite en plus l'infini de un est égal à 1. Donc, on traduit. Pour tout epsilon positif, il existe un antinaturel grand N, tel que pour tout petit n antinaturel, si petit n dépasse grand N, alors valeur absolue de un moins 1 est plus petit que epsilon. Maintenant, nous, comme nous suivons des arguments qui sont plutôt visuels, l'expression qui est ici n'est pas très adaptée. Donc on va la transformer en un encadrement qui colle mieux aux arguments du type intervalle. Donc on traduit. Pour tout epsilon positif, il existe un grand N, tel que pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors nous avons que un est strictement compris entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. Maintenant, regardons la suite de notre argumentation visuelle. Ici, nous avons posé epsilon est égal à 1 quart, et puis après on a dit, eh bien, à partir d'un certain moment, la suite sera dedans. Qu'est-ce qui nous permet, dans le cadre formel, de poser epsilon égale 1 quart? Eh bien, si vous regardez bien la phrase qui est ici, eh bien, elle est valide pour tout epsilon strictement positif. Par conséquent, comme elle est valable pour tous les epsilon strictement positifs, on va pouvoir remplacer le epsilon par ce qui nous chante, du moment que ça reste strictement positif. Eh bien, nous allons poser epsilon est égal à 1 quart dans cette phrase. Alors, on va le dire en toutes lettres. La phrase est vraie pour tout epsilon positif. Donc, on peut poser epsilon égale 1 quart, qui est strictement positif. Et ceci devient, il existe un grand N pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors on va avoir 1 moins 1 quart, strictement plus petit que un, strictement plus petit que 1 plus 1 quart. Alors vous voyez, là, l'approche formelle, elle colle bien au talon de l'approche visuelle. Ensuite, si on regarde l'approche visuelle, on a dit, la suite est dans cet intervalle, donc elle sera strictement plus grande que 1,5. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire ça ici? Alors on va un petit peu affiner l'encadrement, on va remplacer les deux valeurs ici. Ça implique que un est compris entre 3 quarts et 5 quarts. Mais 3 quarts, nous savons que c'est strictement plus grand que 1,5. Donc la suite un va être strictement plus grande que 1,5. Ce qui est exactement l'argument qui était ici. Et regardez ce que nous avons sous les yeux. Nous avons, il existe un grand N, tel que pour tout petit n, si petit n dépasse grand N, alors un est strictement plus grand que 1,5. Et c'est exactement la phrase qui se trouve ici. Donc en guise de conclusion, pour la personne qui nous lit, on va écrire ceci. Conclusion. Il existe un grand N pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors un est strictement au-dessus de 1,5. Et
c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de traiter la même question, mais en suivant une approche purement formelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à visualiser ni l'hypothèse, ni la conclusion. Alors la première chose à faire, comme on veut raisonner de manière purement formelle, c'est de traduire formellement notre hypothèse. Donc allons-y. Nous savons que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 1. Donc, on écrit la définition. Pour tout epsilon positif, il existe un grand N, tel que pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors valeur absolue de un-1 est strictement plus petite que epsilon. Maintenant, comparons notre hypothèse à la conclusion. Alors ce que l'on voit, c'est qu'il y a de très grandes ressemblances. Vous voyez ici, nous avons il existe grand N, pour tout petit n plus grand que grand N, implique. Par contre, là, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ici, il n'y a pas de pour tout epsilon. Donc la question, c'est comment transformer la phrase qui est ici pour arriver à cette phrase-là. Alors il y a une première transformation que l'on peut faire, c'est remplacer ces valeurs absolues qui ne sont pas très claires en un encadrement. Et ça on sait faire. Et quand on aura un encadrement sur un, on aura quelque chose qui ressemblera un petit peu plus à l'expression qui est ici. Donc allons-y. Donc, pour tout epsilon positif, il existe un grand N, pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors nous avons que un est strictement compris entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. Alors comparons à nouveau notre nouvelle phrase avec la phrase conclusion. Et là vous voyez, on aimerait un plus grand que 1,5. Donc ce qui serait bien, c'est que l'expression qui est ici, 1 moins epsilon, fasse 1,5. Et ça, c'est une manip qu'on a déjà vue dans la démonstration précédente. On s'était dit, ah, mais la phrase qui est ici est vraie pour tout epsilon, et alors posons un epsilon qui nous convient. Donc ce que l'on aimerait, c'est que 1 moins epsilon fasse 1,5. Mais il faut quand même vérifier si ceci est possible. Alors, vérifions les choses. Est-ce qu'on peut poser 1 moins epsilon égale 1,5? On résout. Ça nous donne epsilon est égal à 1 moins 1,5, qui fait 1,5. Mais 1,5, c'est quelque chose qui est strictement positif, et comme la phrase est vraie pour tout epsilon strictement positif, eh bien, nous allons pouvoir poser epsilon égale 1,5. Donc allons-y. La phrase est vraie pour tout epsilon positif. On peut donc poser epsilon est égal à 1,5. Et regardons ce que ça donne. Il existe un grand N pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors on aura un compris entre 1 moins 1,5 et 1 plus 1,5. Mais 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc ça implique que un sera strictement au-dessus de 1,5. Et regardez la phrase qu'on a obtenue. Il existe un grand N pour tout petit n dépasse grand N, implique un strictement plus grand que 1,5. C'est exactement la phrase qui est ici. Donc en guise de conclusion, pour la personne qui nous lit, nous allons écrire « Il existe un grand N pour tout petit n dépasse grand N implique un strictement plus grand que 1,5, ce qu'il fallait démontrer ». Si vous comparez les deux démonstrations, vous serez tenté de me dire que l'approche visuelle, elle est un petit peu pénible. Et de fait, vous aurez raison, parce que d'une part, il a fallu transformer l'énoncé sous forme de dessin, ensuite faire des raisonnements sur les dessins, et de transformer le raisonnement en formule. Alors que dans la deuxième approche, on s'est contenté d'écrire deux formules, de les comparer, et d'en bidouiller une pour arriver à la deuxième. Alors, je vous mets en garde au fait de ne pas travailler l'approche visuelle. En effet, il y a des situations où bien comprendre ce qui se passe visuellement est un atout. Et c'est ce que nous allons voir dans l'exemple qui suit.
Voici une situation que vous êtes susceptible de rencontrer soit au détour d'un exercice, et puis pourquoi pas un examen. Considérons une suite UN réelle qui tende vers 2 en plus l'infini. On nous demande de montrer que, à partir d'un certain rang, la suite Vn qui est égale à 1 sur UN fois UN-4 est bien définie. Alors essayons de comprendre cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être bien défini? Eh bien, être bien défini pour Vn, ça veut dire que la formule qui est ici ne pose pas de problème. Or, on a potentiellement des problèmes si UN vaut 0, parce que dans ce cas-là, on aura une division par 0, ou bien si UN vaut 4, parce que dans ce cas-là, on aura encore une division par 0. Autrement dit, la suite Vn sera bien définie que lorsqu'on sera sûr que UN ne s'annule pas et UN sera différent de 4. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas de formule pour UN, donc on ne peut pas le savoir. Mais regardez, ce n'est pas tout à fait la question. La question, c'est montrer qu'à partir d'un certain rang, on a que la suite est bien définie. Alors qu'est-ce que ça veut dire à partir d'un certain rang? Eh bien, c'est la propriété qu'on a vue plusieurs fois précédemment, c'est montrer qu'il existe un grand N à partir duquel la suite Vn sera bien définie. Et donc, vous vous en doutez, montrer qu'il existe un grand N tel que, ça rentre typiquement dans le cadre des limites, puisqu'on en a vu 2 exemples précédemment. Donc il faut montrer que sous cette hypothèse, limite en plus infinie de UN est égale à 2, et bien, à partir d'un certain grand N, cette formule ne posera aucun problème. Pour traiter ce problème, nous allons faire un dessin. Alors je vais mettre sur un brouillon la droite des réels. Donc on ne veut pas que notre suite passe par 0 ni par 4. Donc 0 et 4 sont des valeurs interdites. Et nous savons que notre suite UN tend vers 2. Comme notre suite UN tend vers 2, si on prend un intervalle de la forme 2 moins epsilon, 2 plus epsilon, eh bien on sait qu'à partir d'un certain moment, la suite sera complètement dans l'intervalle. Et donc, si l'intervalle est choisi suffisamment petit, eh bien vous voyez qu'il va éviter les valeurs interdites. Le jeu, c'est donc de fixer un epsilon correctement. Alors pour le fixer, on va faire un autre dessin. Donc toujours 0, 4, 2. Et un choix de epsilon qui fonctionne bien, c'est epsilon égale 1. Donc si vous prenez epsilon égale à 1, 2 moins 1, ça va faire 1. Et 2 plus 1, eh bien ça va faire 3. Et l'intervalle 1, 3 ne va ni passer par 0, ni par 4, donc on saura qu'à partir d'un certain moment, la suite évitera toujours ces 2 valeurs interdites, et donc la suite Vn sera bien définie. Maintenant, nous allons traduire formellement notre argument visuel. D'abord, on part de notre hypothèse. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 2. On met la traduction formelle. Pour tout epsilon positif, il existe un grand N pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors la valeur absolue de un moins 2 est strictement plus petite que epsilon. Alors comme on joue sur des encadrements, on va traduire ceci sous forme d'inégalité. Donc, pour tout epsilon positif, il existe un grand N. Pour tout petit n dans grand N. Si petit n dépasse grand N, alors un est encadré entre 2 moins epsilon et 2 plus epsilon. Ensuite, on a vu dans notre argumentation visuelle que epsilon est égal à 1 est un bon candidat pour ce que l'on cherche à faire. Donc on va dire la phrase est vraie pour tout epsilon positif. On peut poser epsilon est égal à 1 parce qu'il est strictement positif. On obtient alors qu'il existe un grand N pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors, donc on remplace epsilon par 1, ça nous donne un compris strictement entre 1 et 3. Comme un est compris strictement entre 1 et 3, forcément il est non nul et il est différent de 4. Donc un est différent de 0
et un est différent de 4. Et comme un est différent de 0 et différent de 4, je vais l'écrire ici, 1 sur un moins 4 est bien défini. On a donc montré la chose suivante. Il existe un grand N, tel que tout entier N qui dépasse ce grand N a pour effet que la formule qui est ici est bien définie. C'est-à-dire, à partir d'un certain rang, la suite est bien définie. En conclusion, je reprends cette formule. Il existe un grand N, tel que pour tout N, si N dépasse grand N, alors 1 sur un moins 4 bien défini. Donc, Vn est bien défini à partir d'un certain rang, ce qu'il fallait démontrer. Essayons cette fois-ci de produire une démonstration qui suivrait uniquement un point de vue formel. Donc comme pour le premier exemple que je vous ai donné, d'abord on va traduire formellement l'hypothèse, ensuite on va traduire formellement la conclusion, on va comparer les deux formules et se poser la question comment on passe de l'une à l'autre. Alors, l'hypothèse c'est limite de un est égal à 2, donc ça on l'a vu plusieurs fois, donc je l'ai écrit directement, c'est pour tout epsilon, il existe grand n, pour tout n, etc. Maintenant il faut traduire la conclusion que l'on veut démontrer, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, la suite Vn qui est égale à 1 sur un fois un-4 est bien définie. Donc pour que Vn soit bien défini, il faut que un soit non nul et différent de 4. Donc il faut montrer qu'à partir d'un certain rang, un est différent de 0 et un différent de 4, ce qui se traduit formellement par il existe un grand N, pour tout n appartenant à grand N, si petit n dépasse grand N, on veut que un soit différent de 0 et un différent de 4. Alors confrontons notre hypothèse qui est ici avec notre conclusion. Alors comme dans le premier exemple, il y a beaucoup de ressemblances, le fameux il existe, le pour tout, n plus grand que grand N implique. Par contre, ces deux objets, vous voyez, sont très différents. Donc il faut se poser la question, mais comment on va passer de là à là ? Là, comme pour les exemples précédents, les valeurs absolues, on n'aime pas trop ça, donc on va les remplacer par un encadrement. Donc allons-y. Donc, pour tout epsilon positif, il existe un grand N. Pour tout petit n, si n dépasse grand N, alors un est strictement compris entre 2 moins epsilon et 2 plus epsilon. Et maintenant, posons-nous la question, comment nous allons passer de là à là ? Et là encore, les choses ne sont pas tout à fait évidentes. Si on veut raisonner de manière purement formelle, on a un petit peu de mal. Alors, il y a une façon de s'y prendre, c'est de se dire, la phrase qui est ici est vraie pour tout epsilon, on va essayer des epsilon au hasard et on va voir ce qui se passe. Mais quand même, l'approche la plus simple, c'est essayer de visualiser ce que l'on a sous les yeux. Ici, visuellement, nous avons un qui est compris entre ces deux valeurs, et on veut que un soit différent de 0 et 4. Donc, ce qu'il y a de plus simple, c'est de comprendre sur un dessin ce qui se passe. Donc 0, valeur interdite, 4, valeur interdite, un qui se balade entre 2 moins epsilon et 2 plus epsilon, et on se pose la question, quel epsilon on va prendre pour que ça évite 0 et 4, et on finit finalement par tomber sur la même démonstration que l'on a produite précédemment, en choisissant un epsilon, par exemple epsilon est égal à 1, et puis la démonstration va se trouver être la même. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci ? La grande leçon de cette vidéo, c'est que si vous avez une suite un qui a une limite finie, il est possible de localiser cette suite autour de sa limite lorsque n devient suffisamment grand. Et cette observation est souvent utile car elle est utilisée comme résultat intermédiaire pour produire des résultats plus complexes.
Retenez également qu'une suite peut être vue soit d'un point de vue visuel, soit d'un point de vue formel, mais que ces deux points de vue sont souvent complémentaires. Parfois, un point de vue va vous aider à bien comprendre une situation, alors qu'un autre sera plus efficace pour produire une démonstration, mais parfois ce sera l'inverse. Il arrivera aussi que jouer sur les deux points de vue vous aidera à produire des résultats compliqués. Donc, la leçon, c'est ne vous dites pas « Ah, je suis plutôt un géomètre, je ne vais travailler qu'avec les points de vue visuels ». Ou à l'inverse, ne vous dites pas « Ah, je suis plutôt algébriste, je ne vais travailler qu'avec les points de vue formels ». Mon conseil, c'est travailler avec les deux. Ça va vous aider à produire des démonstrations plus compliquées. Ensuite, retenez ces deux éléments techniques. D'abord que lorsque vous avez valeur absolue de un-l strictement plus petit que epsilon, vous pouvez transformer cette relation en un compris entre l-epsilon et l plus epsilon. Alors, ceci est utile en particulier lorsqu'on veut voir un petit peu les choses. C'est plus simple d'avoir un encadrement que des valeurs absolues. Maintenant, on verra plus tard des situations où ça vaudra le coup de garder les valeurs absolues. Et pensez aussi au fait que lorsque vous avez un pour tout epsilon strictement positif et que vous voulez démontrer quelque chose, eh bien, comme il y a un pour tout, vous allez pouvoir choisir un epsilon parmi les valeurs pour obtenir de nouveaux résultats. Donc ces deux résultats techniques, j'incite un petit peu dessus, parce que bien souvent les étudiants passent à côté, parce qu'ils découvrent les choses, et ils ne pensent pas qu'on puisse faire ces choses-là. Donc gardez-les en esprit, et ça vous aidera à produire vos propres démonstrations. Voilà, nous en avons fini avec cette première vidéo consacrée aux suites et à leur point de vue. Si tout va bien, dans la prochaine vidéo, je traiterai de la démonstration de l'unicité de la limite, que je traiterai suivant les deux points de vue, visuel et formel, et vous verrez que cela va conduire à des démonstrations radicalement différentes. En attendant, j'espère que cette première vidéo vous aura bien aidé, et puis je vous dis à bientôt pour la suite.